Donc, je vais commencer pour pas qu'on prenne trop de retard. Bienvenue à tous et à toutes au webinaire Portrait de la santé mentale en enseignement supérieur. Aujourd'hui, on parle des étudiants et étudiantes issus de l'immigration. Donc, il y en a peut-être qui ont suivi toute la série webinaire. On est à l'avant-dernier webinaire sur les portraits aujourd'hui, fait qu'on est très heureux et heureuse de vous présenter cette activité-là. Avant de commencer, je souhaite laisser la parole à ma collègue Annie qui va vous parler un petit peu plus du contexte du webinaire et aussi des travaux que nous faisons, nous, à l'ISME. Merci Florence. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité. Je prends juste quelques minutes pour vous dire ce qu'est l'ISME. Donc ISME signifie Initiative sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. On existe depuis novembre 2021 et on est financé avec le financement du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Santé. On a plusieurs mandats à notre charge, puis je vous en nomme quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup qui vont être mis en place là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, vous allez entendre parler de nous. Donc, en fait, ce qu'on fait, nous, on s'occupe de faciliter l'accès et la mise en commun des connaissances en matière de santé mentale étudiante, puis on mobilise la communauté en enseignement supérieur autour de ces enjeux-là. Donc, tous nos mandats sont rattachés à cette mission-là. Le premier qu'on fait étant de mettre en place un site web sur la santé mentale étudiante, donc ça sera lancé en mars 2024. On a aussi une communauté de pratique d'intervenants en santé mentale étudiante au niveau universitaire. On a aussi une campagne de sensibilisation qui sera mise en place sous peu. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous inviter à la journée du 2 février où on va présenter les kits de diffusion pour cette campagne de sensibilisation-là qui va être lancée là, au niveau provincial. Donc, vous pourrez y participer, contribuer pour la mettre en place dans vos établissements. Et le 2 février, c'est la journée où on présente vraiment nos kits de diffusion. Donc, je vais mettre le lien là, dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire à la présentation. Sinon, les coordonnées de ma collègue Laura, qui s'occupe de la campagne, là, seront aussi disponibles si vous voulez vous adresser à elle directement. Autre élément qu'on a dans nos mandats, on a des journées de transfert des connaissances sur la santé mentale étudiante qui auront lieu les 19 et 20 mars prochains. Donc, les invitations là, pour s'inscrire à ces journées-là aussi vont être disponibles là, sous peu. Et bien sûr, ce qui nous amène aujourd'hui, donc les activités, les webinaires en lien avec la promotion de la santé mentale positive qu'organise Florence. Donc, on en a quelques-unes là tout au long de l'année. Donc voilà, je vous souhaite une belle présentation et je redonne la parole à Florence. Merci. Merci beaucoup, Annie. Puis, n'hésitez vraiment pas dans le chat si vous avez des questions concernant ce qu'elle vient de dire sur nos différents travaux. Là, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit à moi ou à Annie. Ce qui nous amène aujourd'hui, effectivement, c'est une série de webinaires qui portent sur différents portraits ou profils étudiants. Aujourd'hui, on parle des étudiants, étudiantes issus de l'immigration. On va avoir le dernier à venir aussi sur les étudiants et étudiantes des premiers peuples. On tenait, par exemple, pour leur réalité, en fait, à mettre en lumière ce que ces étudiants et étudiantes-là vivent en ce qui concerne leur santé mentale. Donc, pour nous, on a vraiment réfléchi de manière à ce que ces webinaires-là donnent la parole à la fois au pôle recherche, que c'est ma collègue Christiane Bergeron-Leclerc qui est avec nous aujourd'hui, qui va pouvoir nous parler, représenter ce pôle-là. On tient aussi à mettre en lumière l'expérience étudiante en tant que telle. Donc, on a Alexia Vasquez-Asensio avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa réalité, son parcours académique, etc. Et on a aussi, on veut donner la parole à une personne dans un établissement en enseignement supérieur. Donc, on a Myriam Tahiri Hassani avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce volet-là aussi. On voulait vraiment représenter le plus possible cette réalité-là. Donc, je vais les laisser tout à l'heure peut-être se présenter un peu plus. Je ne veux pas voler leur temps de parole. Je vais juste terminer avec quelques considérations techniques. Si vous avez des petits soucis techniques, n'hésitez pas à clavarder avec moi ou Annie. On laisse les micros fermés généralement durant les présentations. À la fin, on va laisser une dizaine de minutes environ pour des questions, commentaires. Si vous en avez, ça pourra être à main levée, tout simplement en réagissant comme ça, ou même dans le chat. Annie et moi, on s'occupe de collecter vos questions tout au long du webinaire. C'est enregistré effectivement pour rendre disponible l'enregistrement par la suite et le diffuser. Je tiens à vous souligner que si quelqu'un décide d'ouvrir sa caméra pendant la présentation, pour nous, c'est plus dynamique, mais je tiens aussi à vous dire que ça ne sera pas diffusé. Donc, vous n'aurez pas
votre propre visage tout le long de la présentation dans l'enregistrement, inquiétez-vous pas. Puis c'est ça, n'hésitez pas à utiliser le clavardage pendant les présentations. Donc, en ordre, ben, on a Christiane qui va commencer à nous parler du pôle recherche. On va avoir Alexia par la suite pour l'expérience étudiante. Puis, on termine ben, avec Myriam pour le côté établissement. Puis, Christiane réagit habituellement avec un discours un petit peu plus lumineux sur les forces et des solutions, des pistes de réflexion. Puis, on terminera bien sûr avec une période de questions. Fait que je laisse la parole à Christiane. Merci Florence, merci à toute l'équipe de l'USME pour l'organisation de ce webinaire. En fait, donc Christiane Bergeron-Leclerc, je suis travailleuse sociale de formation. En fait, j'ai travaillé en psychiatrie adulte avant là, de poursuivre et de finaliser mes études. Et ça m'a amené à obtenir un poste là, il y a 18 ans déjà à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, j'enseigne le travail social, principalement les cours dédiés à la santé mentale et à l'intervention en contexte d'urgence et de crise. Ce qui m'amène aujourd'hui, en fait, je pense, c'est le fait que nous menons là, depuis presque 4 ans déjà des travaux liés à la santé mentale des populations universitaires. En fait, donc on a mené entre autres une grande enquête provinciale dans le contexte de la pandémie où on a sondé à la fois là, les étudiants, les employés à propos de leur santé mentale et de leur santé globale. Donc, il y a quelques-unes des données de cette recherche-là là, qui seront présentées dans le cadre du webinaire. Et de manière générale, en fait, je m'intéresse à l'état de santé mentale dans la perspective, en fait, d'améliorer les services, d'améliorer les pratiques, de contribuer au rétablissement des personnes. Et on a différents là, projets de recherche liés à ces volets-là, entre autres un dont il sera question aussi aujourd'hui, qui est lié à la santé mentale et à l'accessibilité aux services en milieu universitaire, où on s'intéresse à différents groupes de personnes. Bon, je pense aux femmes, aux personnes de la diversité sexuelle et de genre, en situation de handicap et évidemment aux personnes issues de l'immigration. En fait, on s'intéresse à leur santé mentale et à ce qui pourrait la faciliter. C'est bien humblement que je me présente à vous aujourd'hui. En fait, au regard de la thématique d'aujourd'hui et de ma propre expérience d'immigration, en fait, je dirais que j'en ai vécu une première. Je ne sais pas si ça compte, mais j'ai traversé le parc des Laurentides, en fait, pour m'installer là, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a 18 ans, en fait, donc dans ma nouvelle région d'accueil. Mais du point de vue international, en fait, j'ai 2 expériences d'immigration à l'étranger, donc dans le cadre là, de séjours de longue durée en Allemagne et en France là, au cours des dernières années. Donc, c'est des expériences d'expatriation, mais qui font que d'un point de vue personnel, là, j'en connais aussi un petit peu sur le sujet. Mais c'est vraiment à titre de chercheur que je vais présenter à vous. Et vous allez voir là, dans la présentation différentes diapos qui vont être présentées. Vous pouvez télécharger là, les infographies issues de notre projet à votre guise quand bon vous semblera. J'ai un petit... OK. Donc, dans les derniers webinaires qu'on a animés là, avec l'équipe de l'ISME, en fait, on a présumé en fait que la notion de santé mentale, c'était quelque chose de connu, en fait, pour les gens qui assistaient au webinaire. Et on s'est rendu compte à travers les commentaires reçus que c'était pas nécessairement si clair. Donc, c'est vrai, la seule diapo qui va avoir l'air d'un cours universitaire où on va essayer de clarifier, en fait, les différents concepts. Donc, je dirais pour le webinaire d'aujourd'hui, en fait, c'est vrai pour mon propos, les propos d'Alexia, les propos de Myriam qui vont suivre. Quand on pense à la santé mentale, en fait, on se réfère à la définition de l'OMS qui est aussi reprise là, dans les documents du ministère, qui est, dans le fond, qu'on peut qualifier comme un état de bien-être, en fait, qui nous permet, en fait, là, de bien fonctionner socialement, de nous réaliser, de participer à la vie dans la communauté. Donc, santé mentale égale bien-être. On a souvent euh, je dirais, historiquement, là, dans le fond, on a souvent opposé santé mentale et trouble mental, en fait. Puis,
quand vous voyez là sur le schéma, c'est ça on référait dans le fond au modèle du continuum unique. Donc, on se disait que quelqu'un qui avait pas une bonne santé mentale avait nécessairement un trouble mental. Les connaissances scientifiques ont évolué, les connaissances cliniques aussi ont évolué. Et maintenant, dans le fond, la définition ou le modèle qui fait le plus unanimité, je dirais du point de vue scientifique, c'est le modèle des deux continuums que vous voyez ici, où la santé mentale, c'est-à-dire cet état de bien-être, en fait, euh, comment dire, dépend de conditions de vie, d'événements qu'on va vivre en cours de notre vie, puis peut dépendre aussi de la présence ou de l'absence de troubles mentaux. Donc, c'est pour ça que vous voyez l'axe horizontal. Mais dans le fond, si on a une santé mentale qui est faible, c'est pas nécessairement parce qu'on a un trouble mental, en fait. Ça peut être lié à d'autres conditions de vie. En revanche, avoir un trouble mental, c'est-à-dire une condition qui est diagnostiquée là, par un médecin ou par un psychiatre, bon, que ce soit un trouble anxieux, un trouble dépressif, un trouble du spectre de la schizophrénie, pour ne nommer que quelques exemples, en fait, même si on vit avec une condition diagnostiquée, on peut quand même aspirer à un bien-être, en fait. Donc, à une vie de qualité et à un rétablissement. Donc, voilà pour la séance brève de cours universitaire là, sur les notions. Et ça m'amène à vous dire qu'aujourd'hui sera évidemment question de santé mentale, donc de bien-être, euh, en considérant ou pas la présence de troubles mentaux selon là, les propos des interlocuteurs qui vont me suivre. Donc, j'ai annoncé d'entrée de jeu qu'on a fait différentes études, en fait, au cours des dernières années liées à la santé mentale. Puis, en général, en recherche, quand on commence une étude, en fait, on fait une recension des écrits ou des recensions des écrits pour savoir ce qui existe sur un sujet donné. Au regard de la thématique du jour, c'est-à-dire les étudiants issus de l'immigration, notre équipe a travaillé là, sur 2 recensions des écrits ou 2 thématiques. Donc, on s'est intéressé au bassin d'écrits sur les étudiants internationaux, puis au bassin d'écrits sur les étudiants racisés. C'est pour ça qu'à travers les diapos, en fait, vous allez voir en fait souvent là, la référence à ces 2 groupes d'étudiants-là parce que les bassins d'écrits ne sont pas nécessairement les mêmes au plan scientifique. Il peut y avoir, même s'il y a beaucoup de similitudes, là, il y a quand même des nuances là, à apporter. Donc, qu'est-ce qu'on connaît des facteurs, en fait, qui vont faire que notre bien-être ou que le bien-être des étudiants issus de l'immigration va être affecté, en fait? Sans surprise, en fait, tout ce qui concerne l'isolement social, la solitude, le manque de soutien fait partie là, des facteurs qui peuvent avoir un impact. Il y a des facteurs aussi liés à la discrimination raciale, au stress culturel là, aussi qui peuvent également affecter le bien-être des personnes. Les conditions d'études dans lesquelles viennent étudier les étudiants au Québec. Donc, est-ce qu'on a accès ou pas à des espaces de travail fonctionnels? Est-ce qu'on connaît des défis par rapport aux modalités d'apprentissage en virtuel ou aux modalités de l'apprentissage tout court, là? Donc, ça peut avoir un impact également. Euh, Quand on consulte les écrits scientifiques aussi, on lit beaucoup sur la question du stress qui est lié à la réussite scolaire. Donc, cette pression, en fait, que les étudiants peuvent porter en arrivant au Québec par rapport à leur réussite et par rapport à leur avenir scolaire également, là, font partie des facteurs qui peuvent accentuer la vulnérabilité ou encore là, favoriser le bien-être selon le degré de stress en question. Euh, il y a un élément, en fait, qui fait peut-être moins de sens aujourd'hui, mais qui faisait du sens quand on a fait les recensions des écrits, en fait, en contexte de COVID, la peur de contracter la maladie ou la peur qu'un de ses proches contracte la maladie en étant éloigné de sa famille, en fait, pouvait accentuer là, le bien-être des étudiants. Donc, vous voyez, en fait, qu'il y a disons, un inventaire, en fait, de facteurs, en fait, qui peuvent faire fluctuer le bien-être des étudiants internationaux. Quand on a fait l'étude longitudinale, là, donc de 2020 à 2022, en fait, sur la santé mentale et globale des étudiants universitaires, en fait, il y a évidemment des étudiants internationaux, des étudiants racisés, en fait, qui ont participé à notre étude. Et
pendant ce contexte particulier là, qu'on a tous vécu, en fait, ces étudiants-là, là, je dirais un étudiant sur deux considérait que son bien-être ou que sa santé mentale était détériorée. Je pense que c'est important de le mentionner parce que dans le fond, c'est beaucoup un étudiant sur deux en fait qui voit son bien-être affecté. Évidemment, on était en contexte de COVID quand on a recueilli ces données-là, mais on le sait en fait, puis au quotidien comme professeur à l'UQAC, on voit des étudiants internationaux, puis on sait que le bien-être là, peut être fragilisé. Euh, Hormis là, l'épisode de la COVID. Dans ce contexte particulier-là, en fait, puis ça, c'est très, très préoccupant, en fait, parce que, évidemment, une personne qui a des idées suicidaires, c'est une personne de trop, en fait, pour la travailleuse sociale que je suis. Et il y avait une personne sur cinq, en fait, qui avait songé au suicide et 5% qui avaient songé assez ou très souvent, en fait. Donc, c'est de dire que on peut faire le lien entre ce bien-être ou cette santé mentale-là détériorée et évidemment, là, comment dire, les idées suicidaires qui peuvent survenir. Évidemment, il y a toutes sortes de facteurs impliqués là, dans la survenue des idées suicidaires. Je pense que c'est important de nuancer le propos, mais c'est pour situer en fait que le bien-être des étudiants issus de l'immigration a pu être affecté là, dans cette période charnière-là. Et on va pouvoir voir avec les propos d'Alexia, en fait, et de ma collègue Myriam, mais qu'est-ce qu'il y en est là, du bien-être à l'heure actuelle, là, une fois qu'on est sorti de la COVID en tant que telle. Donc, ça nous amène à Alexia. Donc, je sais que tu es là. Oui, bonjour. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Alexia Vasquez Asensio. Je suis étudiante à l'Université de Montréal. Dans le fond, moi, je suis issue de l'immigration de deuxième génération. Donc, ce sont mes parents qui viennent du Guatemala et du Salvador. Moi, je suis née ici à Montréal. Donc, en gros, j'ai quand même, j'ai fait des études aussi en intervention en délinquance. Là, présentement, je suis dans une école primaire. Donc, désolée si vous entendez un petit peu de bruit, parce que je suis au travail. En gros, moi, mon témoignage, c'est seulement pour expliquer que quand tu es issu d'immigration de deuxième génération, on est souvent confronté à des situations qui sont particulières. J'ai une appartenance très, très, très significative pour le Québec. J'adore le Québec, j'écoute de la musique québécoise, je suis quand même renseignée sur les artistes et tout ça. Ça reste que je ne me reconnais pas nécessairement ou je ne me sens pas nécessairement inclus dans la société québécoise ou dans la culture même. Puis chez moi aussi, tu sais, on vit de façon culturellement latino. Puis même chez moi, je ne me reconnais pas dans les valeurs aussi latino. Donc ça fait en sorte qu'on a comme une certaine difficulté d'identité. Donc, j'ai toujours grandi avec deux identités dans laquelle je ne m'associe pas nécessairement. Fait que ça reste que avec une certaine compréhension, j'ai essayé le plus possible de m'adapter à chacune situation. Donc, oui. Puis ça vient un petit peu impacter dans mes études, dans le sens que mes études en sciences humaines ou à la science sociale, ça reste que c'est des personnes qui sont québécoises, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais pure laine, on va dire. Donc, j'ai souvent été dans des classes où que j'ai été la seule personne en minorité ethnique. Donc, j'ai dû m'adapter aussi à cette situation-là. Je sais pas si vous avez des questions ou si je peux renchérir sur quelque chose d'autre, Florence. Tu peux renchérir, Alexia. S'il y a des questions, on va les prendre plus simplement à la toute fin pour éviter de perdre ton fil conducteur. Ah, Fait que, ok, hésite pas. ok, parfait. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé, moi, la session passée, de m'inscrire à Décide pour toi, qui est un programme qui est justement offert par Myriam, qui est une excellente idée. Donc, on est des petits groupes qu'on parle un peu de nos expériences. Dans mon groupe à moi, par exemple, nous étions 5 femmes qui étaient issues de l'immigration. J'étais la seule qui était de deuxième génération. Et ce Décide pour toi-là, ça m'a aidé à pouvoir comprendre davantage quels étaient mes obstacles et quelles ont été mes difficultés et comment je pouvais les surmonter grâce à Décide pour toi.
C'est ça. Je pense que quand tu es une étudiante de deuxième génération, ça impacte aussi un peu ta santé mentale dans le sens que tu dois toujours trouver un genre d'équilibre chez toi, un équilibre à l'école aussi. Comment ça s'exprime? C'est par des désirs de comprendre davantage, exemple, la culture québécoise. Euh, ouais, c'est ça. Puis je pense aussi que comme étant immigrante de deuxième génération et étant une femme aussi, je pense que tu essaies de trouver aussi ta place. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai un DEC en intervention en délinquance. Donc, moi, je suis habituée de travailler avec des personnes qui sont en situation de difficulté. Donc, essayer de faire ses preuves aussi comme immigrante. Tu sais, c'est pas facile dans un domaine où que c'est beaucoup plus des personnes de couleur blanche. Puis je pense qu'on se fait ça facilement reconnaître. Moi, j'ai pas d'accent, on va dire, tu sais, j'ai quand même l'accent québécois très prononcé. Puis malgré le fait que j'ai l'accent québécois, on me dit souvent, on me reproche souvent de m'identifier comme une personne, exemple, venant d'ailleurs. Donc ça aussi, je pense que c'est un obstacle. Voilà. Ben, merci beaucoup, Alexia, pour ton partage. Si tu as de l'inspiration à la fin avec les discussions et questions, n'hésite pas aussi, mais je pense que ça fait quand même un bon survol de ton propre vécu. On va laisser la parole à Myriam. Parfait, merci. Merci Florence, bonjour tout le monde, merci Alice May de nous recevoir. Je m'appelle Myriam Tahiri Hassani, je suis psychologue au service à la vie étudiante de l'UQAM. Je suis également chargée de cours au département de psychologie. J'enseigne les cours psychologie de la famille et psychologie immigration. Ce qui m'a permis durant toutes ces années d'avoir une approche euh, systémique familiale pour mieux contextualiser la nature des difficultés que peuvent présenter les étudiants et une approche aussi interculturelle pour préciser davantage la nature de la souffrance des personnes étudiantes d'origine immigrée. Je suis également, de façon à temps très partiel, j'offre quelques conférences sur une thématique en particulier qui est celle de comment comprendre, apprivoiser les résistances et les souffrances des personnes étudiantes d'origine immigrée. Et donc, je te remercie, Christiane, euh, de nous avoir présenté dans ce moment-là qu'il y a véritablement une souffrance chez les personnes d'origine immigrée, chez les personnes étudiantes plus précisément. Donc, il y a une souffrance, qu'elle soit adressée, nommée ou pas. Tes résultats révèlent bien qu'il y a une considération désormais à porter sur l'état de la santé mentale des personnes étudiantes, qui ne suffit pas de dire parce qu'on leur offre une certaine liberté ou parce qu'on leur offre des conditions matérielles intéressantes, parce qu'on leur offre un lieu où des ambitions peuvent être nourries à la différence de leur pays d'origine duquel leur famille a quitté ou eux-mêmes ont quitté. Il faut comprendre que malgré ces privilèges matériels, il y a une souffrance. Je te remercie, Alexia, de ton témoignage qui, euh, qui rend compte d'une réalité qui est, ce n'est pas en plus parce qu'on est né ici que cela veut dire que nous ne sommes pas exempts d'une certaine souffrance. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette souffrance-là? Qu'est-ce qui fait que malgré le fait qu'on ait quitté ce pays qui peut être jugé comme un pays comme un lieu, pardon, un lieu d'échec dans le sens où, non pas on y a échoué, mais dans le sens où on quitte un pays euh, parce que les rêves qu'on entretient, les ambitions qu'on nourrit, les objectifs qu'on veut atteindre, finalement, ce pays-là peut présenter des freins. C'est dans ce sens-là que ce pays devient un lieu d'échec. C'est qu'il peut y avoir des freins à ses rêves, à ses ambitions, à ses objectifs. Et donc, la personne quitte. Elle quitte avec cette adrénaline et cette conviction. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes étudiantes d'origine immigrée, euh, qu'elles soient issues de l'international ou
qu'elles soient de la première génération, donc arrivées à un certain âge, ou la seconde génération, donc les parents ont quitté, il faut comprendre que le point commun de cette catégorie d'immigrants, ce sont des gens qui quittent parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont réussir à s'adapter. On ne quitte pas un pays si on n'est pas convaincu que nous avons assez de compétences et assez de potentiel et de force pour pouvoir s'adapter à l'inconnu, à l'imprévisible et à la nouveauté. Et donc, quand ils arrivent avec des objectifs. Et donc, avec toute une adrénaline et toute une période de lune de miel qui fait que ces personnes-là vont, pour leur satisfaction personnelle, vouloir atteindre des objectifs. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, en contact avec des différences culturelles, et les différences culturelles ne sont pas toujours celles que l'on confronte avec le pays d'accueil. Ça peut être, comme Alexia l'a bien nommé, des différences culturelles que l'on confronte avec nos propres familles, avec notre propre environnement d'origine, avec notre propre communauté culturelle. Donc, au fil du temps, il va y avoir un contact avec des différences culturelles. Il va y avoir un contact avec des obstacles systémiques. Il va y avoir un contact avec des situations imprévisibles, des situations nouvelles, des situations qui sont inconnues, auxquelles ils n'y étaient absolument pas préparés. Et c'est cette confrontation à cette réalité qui va créer chez ces personnes étudiantes d'origine immigrée une forme temporaire, passagère, de dépaysement, de perte de repères. Et les pertes de repères ne sont pas uniquement culturelles. Elles vont surtout être de l'ordre de perte de repères identitaires. Alors, dans quel sens? C'est dans le sens où, à un moment donné, à force de me poser des questions au sujet de qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là? Qu'est-ce qui fait que l'atteinte de ces objectifs-là est en train de ralentir? Qu'est-ce qui fait que toutes ces remises en question vont venir colorer notre ego? Alors, je rappelle, notre ego, c'est ce sentiment de valoir quelque chose. C'est ce sentiment de valorisation intrinsèque que tout être humain a depuis sa naissance. Et il est là le danger. C'est qu'à partir du moment où une personne commence à imputer, à associer les difficultés qu'elle vit à qui elle est, c'est à ce moment-là qu'on augmente les risques d'idées noires, voire parfois à portée suicidaire. Et donc, à partir du moment où on commence à se remettre en question, à remettre en doute nos compétences, à se demander est-ce que je suis bizarre, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que entre ce que je pensais, entre ce que je ne pensais pas, et donc tout ce sentiment de satisfaction personnelle se perd, et donc ce qui était au départ un objectif à atteindre va devenir, au fil du temps, une mission. Et donc nos étudiants vont vouloir réussir parce qu'ils vont vouloir prouver quelque chose. Ils ne vont plus vouloir réussir parce que ça leur apporte une satisfaction personnelle. Ils ne vont plus vouloir atteindre un objectif de réussite pour être fiers d'eux-mêmes. Ils vont d'abord et avant tout vouloir réussir pour prouver aux autres, à sa famille, à ses collègues, à ses camarades, à ceux qui les ont accueillis, qu'ils valent quelque chose, qu'ils avaient raison d'être ici. Et c'est comme ça que la souffrance prend place, que le déséquilibre s'installe, et comme le nomme très bien Christiane, qu'à ce moment-là, c'est comme ça que le bien-être s'altère, et lorsqu'un bien-être est altéré dans ces conditions-là, eh bien, c'est la porte ouverte pour les symptômes anxio-dépressifs, c'est la porte ouverte pour les deuils, c'est la porte ouverte pour la solitude, c'est la porte ouverte pour les remises en question, c'est la porte ouverte pour de la culpabilité, c'est la porte ouverte aussi pour les mensonges. Combien de personnes immigrantes vont mentir à leur famille, vont mentir à des figures d'autorité ici, parce que justement, il y a une honte à ce sentiment d'incompétence qui les habite et au travers duquel ils ont l'impression qu'ils n'ont que peu d'issue.
Alors, étant moi-même d'origine immigrée, je suis marocaine, installée ici au Québec depuis 24 ans. Euh, tout ce que je vous nomme, je l'ai traversé à un moment donné de ma vie. Et je suis là devant vous en tant que chargée de cours, en tant que psychologue au service à la vie étudiante. Et je te remercie, Alexia, d'avoir nommé le groupe Décide pour toi. Et bien évidemment, il y a une façon de s'en sortir. Non pas de vous inscrire à Décide pour toi, pas du tout. Mais je vais d'abord m'adresser aux professionnels, pour les professionnels qui sont parmi nous. Une des façons d'apaiser la souffrance de ces personnes étudiantes, c'est tout simplement de prendre le temps avec une certaine sincérité. Vraiment, si la sincérité y est, parce qu'elle se palpe, elle se transmet, elle est reçue, s'il y a une sincérité dans le désir d'être l'immigrant de l'immigré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'immigrant, c'est la personne qui est en train de se déplacer pour arriver à un nouvel endroit. L'immigrant, c'est celui qui est déjà installé. Donc, nos personnes étudiantes qui sont là, sont des immigrants et immigrantes. Donc, en tant que professionnel, lorsque j'interviens auprès de ces personnes étudiantes en souffrance, je me rappelle que je suis l'immigré de cette personne-là. Et donc, je vais m'efforcer avec une sincérité de vouloir comprendre d'où elle vient, de donner une visibilité à son passé, de vouloir savoir, de donner une validité à son expérience de vie, d'être convaincu en tant que professionnel que son histoire, le système de référence et le système de valeurs duquel elle provient est porteur de ressources. Et si on fait valoir et on met en exergue la valeur de cet héritage-là et qu'on lui donne de la visibilité, et d'ailleurs je fais toujours en blague, on parle de minorité visible, alors c'est le temps de donner de la visibilité justement à nos personnes immigrantes et de donner de la visibilité à leur expérience. N'oublions pas que beaucoup d'étudiants immigrants vont être des étudiants qui vous diront, on n'a pas reconnu telle compétence, on n'a pas reconnu tel diplôme, on n'a pas reconnu tel bagage académique, on n'a pas reconnu tel bagage familial, on n'a pas reconnu telle valeur familiale. Regardez tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce sont des personnes qui auront comme cicatrice émotionnelle ce manque de visibilité. Donc, leur donner une visibilité à qui ils sont, s'intéresser véritablement à ce qu'ils ont accompli, mais aussi à leurs blessures. De quoi tu as été privé en arrivant ici? De quoi tu es privé? À quoi tu as été habitué pendant des années et des années que tu n'as plus? Donc, première étape, donner cette visibilité, s'intéresser. Deuxième chose, en tant que professionnel, être convaincu que ce passé-là est porteur de ressources. Pourquoi? Parce que lorsqu'on offre des conseils, hein, ou lorsqu'on propose des stratégies d'intervention, pour qu'elles soient appliquées de façon constante, il faut que l'étudiant puisse te dire, ce que tu me racontes fait écho à moi, fait écho à ma réalité. Pour que ça fasse écho, il faut absolument qu'il y ait un lien continu avec leur héritage. Donc, on part du passé, on part de ce passé-là, de leur histoire pour dire, attends, il y a des ressources intéressantes. Tu veux pas qu'on en parle? On va trouver quelque chose. Et c'est un peu comme ça que j'ai monté donc ici au service à la vie étudiante de l'UQAM un groupe de soutien que j'ai appelé Décide pour toi parce que l'étudiant doit donc décider pour lui pour s'en sortir. Et c'est un groupe d'intervention au travers duquel, à l'issue de 4 rencontres de 2 heures, je monte des groupes de 4 étudiants que j'arrime en fonction de leur proximité, surtout émotionnelle et affective. Et dans ces rencontres-là, il est question davantage d'essayer d'identifier où ça a bloqué sur un plan identitaire. Et encore une fois, quand on parle d'identité, c'est pas une histoire d'identité nécessairement culturelle. Non, c'est qu'à ce moment-là, une fois qu'on a ciblé les enjeux de souffrance, ton identité à toi, personnelle, où est-ce que ça bloque?
Et très, très, très souvent, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai moi avec mes étudiants, c'est que très souvent, c'est lorsque tu es privé de faire valoir une partie de toi que le déséquilibre s'installe et que l'on commence à se poser beaucoup de questions. Donc, dans Décide pour toi, et c'est ce qu'Alexia essayait de nommer, c'est d'essayer justement d'identifier où ça a bloqué. Et la solution est très, très souvent dans, OK, je comprends mieux, il y a quelque chose en moi. Et donc, ça permet de donner un espoir, une issue, qu'il y a une possibilité de s'en sortir lorsque les facteurs environnementaux et les facteurs de risque freinent et fragilisent notre projet d'étude. Voilà ce que je fais avec. Merci beaucoup, Myriam. On sent à la fois que je te l'avais déjà dit juste avant le webinaire, mais que tu parles, oui, avec ton chapeau de psychologue, mais aussi beaucoup avec le cœur, vu ton expérience. Donc, merci pour ce partage-là. Je laisserai peut-être Christiane réagir aussi pour terminer avec peut-être des pistes de réflexion, de solutions, l'approche par les forces aussi que tu mobilises. Donc, je te laisse la parole, Christiane. Merci tellement, Alexia, Myriam, en fait, pour vos récits, en fait, d'expériences, récits pratiques vraiment inspirants, en fait, puis qui m'a amené à repenser la conclusion du webinaire, en fait, au fur et à mesure de vos propos, en fait. Et, vous inquiétez pas, on va revenir sur les forces, on va conclure sur cet élément-là, mais en fait, de vos deux récits, en fait, ce qui émerge en moi, en fait, c'est beaucoup le lien avec ce qu'on connaît, en fait, bon, du point de vue de la recherche puis de la littérature scientifique sur ce qui favorise le rétablissement, en fait. Et l'approche d'intervention que tu mobilises et le groupe Décide pour toi, en fait, qui a été créé, en fait, et auquel là, Alexia a pu participer, en fait, mobilise là, la composante identitaire là, que tu nommes bien, en fait, puis qui fait partie, je dirais, d'un des 5 piliers, en fait, du rétablissement, en fait, de la santé mentale des personnes. Donc, il y a un cadre de référence, en fait, sur le rétablissement en santé mentale que j'aime bien, en fait, qui se retient facilement, en fait. Donc, il y a 5 lettres, en fait, comme beaucoup d'acronymes. Donc, ça s'appelle le CHIM, en fait. Et le C fait référence à la dimension, en fait, de l'importance de la connexion sociale, des liens sociaux. Le H concerne l'espoir, en fait. Donc, cet espoir-là qui a été nommé, en fait, entre autres à travers le rêve du projet d'immigration, en fait, qui amène à quitter son pays pour pouvoir aller étudier ailleurs. Le I concerne la portion identitaire, en fait. Donc, qui est-ce que je suis? Donc, qu'est-ce que je veux être? Donc, tous les questionnements, en fait, qui sont abordés là, dans le groupe que tu animes. Le M, donc meaning en anglais, puis la question du sens ou trouver quelque chose de signifiant, en fait, en français. Euh, donc, essayer de trouver un sens, donner un sens à sa vie, en fait, et c'est souvent parce que perte de sens, perte de repère, que la détresse, que les idées suicidaires émergent. Donc, l'idée de mettre en place, en fait, des actions orientées vers le sens, c'est tout à fait là, approprié. Et le E, la question du pouvoir d'agir, empowerment, ou la question du pouvoir d'agir, en fait, là, qui peut émerger, notamment, là, pas que, là, mais grâce à des démarches d'intervention de groupe, en fait, de par l'entraide, la solidarité, là, qui émerge. Donc, ça, c'est je dirais le premier élément qui n'était pas prévu, en fait, qui m'a vraiment inspiré à travers vos propos. Donc, c'est pas une recette magique, le CHIM, mais il y a l'idée, en fait, qu'à travers des actions individuelles, ce qu'on peut mettre en place au niveau des institutions, ce qu'on peut mettre en place aussi au niveau communautaire, de mobiliser l'une ou l'autre, en fait, de ces dimensions-là, en fait, pour contribuer au bien-être des personnes. Donc, le groupe décide pour toi, en fait, mobilise certaines de ces dimensions-là. Donc, on peut imaginer, évidemment, qu'il va contribuer au mieux-être des personnes.
Ça m'amène à cette idée, en fait, le groupe décide, en fait, puis on l'a vu à travers, bon, les propos d'Alexia, de Myriam, semble aussi une initiative là, qui mise sur les forces, en fait, des personnes, donc les forces individuelles, évidemment, puis la force du groupe. Ça m'amène à faire un lien avec les écrits internationaux sur ce qu'on connaît, en fait, des facteurs de protection, des facteurs qui contribuent positivement au mieux-être. Et dans le fond, si on réfère à ces facteurs-là, puis on regarde, bon, donc, en fait, je nous invite à regarder ces facteurs-là, puis à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut déployer comme solution dans les établissements d'enseignement supérieur, en fait, parce que c'est le propos d'aujourd'hui pour favoriser le mieux-être des étudiants. Bien évidemment, il y a toute la question du lien, des liens sociaux, euh, donc des initiatives qui favorisent en fait le lien entre les étudiants, le lien entre les étudiants et la communauté, que ce soit en présence, que ce soit à travers les médias sociaux, des groupes d'entraide. C'est quelque chose qui est vraiment important. Tu as nommé quelque chose d'intéressant aussi dans ton approche, Myriam, qui est l'approche systémique aussi. Évidemment, quand on travaille avec dans les services aux étudiants collégiaux universitaires, donc on n'a pas nécessairement contact avec les familles, en fait. D'une part parce que les étudiants sont adultes, donc ils ont le droit de choisir avec qui l'intervenant va avoir contact ou pas. Des fois, la famille est loin pour les raisons qu'on a évoquées aujourd'hui dans le webinaire, mais disons de ne pas oublier en fait l'importance des valeurs familiales en fait pour plusieurs personnes, je dirais qui issues de l'immigration en fait, ou encore à l'idée peut-être que la famille pourrait être mobilisée à travers les médias sociaux, donc même à distance, donc avoir ça en tête là, dans nos perspectives d'intervention. Évidemment, dans ce qui semble aider, il y a tout ce qui est déployé là, dans les programmes d'aide offerts à l'université. Donc, on a entendu aujourd'hui le programme Décide, mais il y a des initiatives, je pense entre autres des programmes de mentorat pour étudiants issus d'immigration, des initiatives de paraidance, en fait, qui peuvent être fortement utiles en tant que telles. Donc, ça fait partie en fait d'exemples en fait de stratégies ou de solutions là, qui peuvent être déployées et qui font écho en fait à ce qui semble aider. Évidemment, puis en finale, en fait, donc ne pas oublier en fait peut-être de travailler sur les forces individuelles, de mobiliser l'intelligence émotionnelle, des compétences comme l'optimisme, travailler la résilience en fait là, des étudiants pourrait aussi être des avenues et des perspectives intéressantes. Donc voilà pour disons, le retour en fait sur les récits de mes collègues et la conclusion là, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames, pour votre partage, soit d'expérience ou de connaissances. Je pense que c'est très riche, là. Je tiens à souligner vraiment que nous, on a suivi dans le chat aussi. Je pense que les gens qui assistent au webinaire actuellement sont, en tout cas, vous remercie beaucoup de vos partages.